Donc Boris Nicole, viens par là ou par où tu veux, par ordre d'entrée en scène, Boris Nicole, notre hôte du SAGE des Pyrénées et de la JPJA, Déborah Seban du CCOMS, mais aussi un petit peu de la JPJA. Hein. Et donc, bonjour madame. Extraordinaire. Oui, bonjour. Marie-Jeanne Richard est absente aujourd'hui. Je remercie Santé Mentale France qui avait invité Marie-Jeanne Richard. Elle n'est pas là, elle est loin de nous, mais elle nous a promis qu'elle serait parmi nous en pensée. Donc voilà, ça m'a donné la possibilité d'être avec vous. J'en suis absolument ravie. J'y ai toute légitimité puisque je suis déléguée régionale d'UNAFAM Nouvelle-Aquitaine. Et je suis presque contente de participer à la dernière table ronde, puisque j'ai pu tout voir avant, et c'était vraiment 2 jours exceptionnels. Merci beaucoup. Je passe le micro à Boris. Boris qui t'avait subtilisé ta clé USB et qui te la rend, Madame Dos Santos. Et je crois que c'est Olivier Cancel qui est à la manœuvre pour nous introduire les uns et les autres. Je ne voudrais pas prendre ses prérogatives. Et Madame Dos Santos... Alors, non, du tout. Je crois que c'était toi, Boris, qui commençait et qui a annoncé sur le programme. Le programme que tu as composé, rappelle-toi. Comme quoi, on a très très bien préparé cette plénière. Moi, j'y vais. Allez-y, Santos. Bon, après ce que j'ai dit sur le racisme anti-vieux, venez, Madame Dos Santos, venez avec moi. Excusez-moi, je me mets dans le même truc que vous. Allez-y, au micro. Eh oui, c'est vrai. Ouf, alors. Bon, aujourd'hui, j'ai entendu beaucoup parler, et Dieu merci, de rétablissement pendant ces 2 jours. L'UNAFAM est complètement dans cette volonté, dans ce cadre, d'installer dans l'esprit des familles rencontrées, ainsi que des personnes concernées aussi, que ce rétablissement est possible, donc qu'il faut tout mettre en œuvre pour que ce soit possible. Pour moi, voilà, il y a 2 mots qui seront définitivement liés après ces 2 journées, c'est le mot rétablissement et le mot espoir. Alors, ce matin, Emmanuel Samacari, notre délégué départemental local, donc, a posé le décor, vraiment, dans un témoignage extrêmement édifiant. Et elle a déjà exprimé beaucoup de nos attentes, donc je pense qu'il faut que j'aille au-delà. Et je veux juste rappeler que lorsque surviennent les troubles psychiques dans une famille, il y a des conséquences, et elles sont quand même souvent un peu sous-évaluées. Alors, je vais rajouter quelques compléments de constats concrets avec les chiffres du baromètre UNAFAM 2022, donc, qui est une enquête, pour ceux qui ne savent pas, une enquête faite auprès de nos adhérents, et nous avons obtenu 4000 réponses, ce qui nous permet quand même de pouvoir donner quelques chiffres sur la situation des familles quand un trouble psychique vient troubler l'ordre familial. Bon, oui, alors non, revenez sur cette... Oui. Pardon. Revenez sur celle-là où il se dit pourquoi une aide à l'entourage, parce que effectivement, il ne demande qu'à être des partenaires. Hein. On n'est surtout pas des scientifiques, on n'est surtout pas des gens qui veulent prendre la place de quelqu'un d'autre. On veut seulement apporter notre contribution et essayer d'aider les équipes soignantes à mieux faire comprendre la vie quotidienne de nos proches.
nous sommes partenaires dans le prendre soin de la personne. Et puis il ne faut pas oublier quand même que tout cela rend nos familles vulnérables par le trouble de leurs proches et que le chiffre du baromètre, là, est 72% des répondants disent qu'il y a eu des problèmes de santé par rapport à leur situation. 92 des répondants également se sont sentis seuls face à la maladie et au handicap d'un proche lorsque c'est survenu. Parce qu'il est évident que ça ne commence pas à la prise en charge. Hein. Parfois 10 ans avant, parfois plus. Pendant plus de 10 ans, on peut vivre avec une personne qui refuse le soin, qui est dans un déni complet de son état et qui, malgré tout, est là. Et on fait avec. Bon, 2 caractéristiques de ce temps des premiers symptômes. Alors oui, une errance face à la prise en charge médicale, un sentiment d'impuissance. Bon. 49% des répondants affirment que 2 ans ou plus auront été nécessaires pour poser un diagnostic. Là, je m'arrête 2 minutes sur le diagnostic. Ce que l'on aimerait tellement aujourd'hui, c'est que lorsque le diagnostic, même s'il arrive 2 ans après la première consultation, c'est pas ça qui est embêtant. Ce qui est embêtant, c'est qu'on dise à la personne qu'elle va avoir un traitement à vie, qu'elle est très malade et que voilà. Bon. Il faut que le mot rétablissement possible soit inclus dans cet entretien de diagnostic. Qu'on puisse dire à la personne, si tu joues le jeu de ton traitement, de ce que tu as à faire pour stabiliser tes symptômes, une démarche de rétablissement sera possible pour toi. Enfin, moi, je fais simple, là, je sais bien que ce n'est pas simple du tout, mais en tout cas, que déjà on puisse parler d'un rétablissement possible, ce serait pas mal. Bon, et puis, quelquefois, ce diagnostic, il est fait après plusieurs crises. Hein. Donc, famille déboussolée, incompréhension, inquiétude, parfois de la violence, hein, comme disait Emmanuel ce matin, ce n'est plus la même personne. Ses yeux, j'ai compris que ce n'est plus la même personne. Ben oui. Et par contre, c'est parfois la violence, mais c'est toujours l'isolement. Petit à petit, la famille se replie sur elle et puis on ne supporte plus que les autres ne nous comprennent pas. Donc, effet négatif sur la personne malade et son entourage. L'entrée dans les soins, la demande d'un tiers. 63% des répondants disent qu'ils ont eu à signer une demande de soins sans consentement. Moi, ça fait partie des choses qui me viennent en priorité dans ma tête. Voilà. Il faut trouver une autre façon d'hospitaliser les gens. Voilà. Cette façon-là, elle est vécue de façon... c'est très grave, c'est très traumatisant. On le dit tellement que ça devient banal, que c'est traumatisant. Ben non, c'est traumatisant. Donc ça, il faut que ça change. Mais c'est pas... Voilà, c'est juste un message. Hein. Bon, puis l'absence d'accompagnement, alors là, on connaît toutes les difficultés du secteur, je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais voilà quoi. Si on prend la ligne des services, il y a 10% des personnes qui seraient accompagnées pour un logement, d'autres 10% pour des services liés au logement, 9% pour des services d'accompagnement encore autres, le job coaching, n'en parlons pas à 7%, et services d'aide et d'accompagnement, 5%. Bon, puis alors les conséquences de la maladie pour l'entourage, il y a aussi les sous, il y a aussi la situation financière de ces familles. Pour 38%, c'est la première ressource, la famille. Puis le proche
sans se rendre compte, bien sûr, va fragiliser économiquement. C'est 39%. Et puis, pour certains, pour 28%, on dit 30%, bon, ils vivent chez les parents. 55%, c'est une aide fréquente au ménage, entretien, courses et repas. Et 56%, il faut évidemment les aider pour une aide administrative. Vous savez bien comme c'est compliqué. Bon, et puis il y a ces choses de la vie, tout simplement. Fracture, la vie n'est plus comme avant. 91% répondent que cela a induit une rupture dans le déroulement de leur vie. C'est évident. 53%, une vraie fracture. 38%, la maladie de mon proche a impacté négativement mes relations sociales et sentimentales. C'est une réalité. Et 58% considèrent s'accorder suffisamment de repos. Ça, c'est encore autre chose. Évidemment, il y a 20% qui ne partent pas en vacances. Et puis, pour certaines, elles ont dû demander un temps partiel au travail parce qu'il fallait s'occuper de la personne malade. Bon, il y a une chose à laquelle je tiens absolument aussi, c'est de dire l'importance et les conséquences sur la vie des fratries. Bon, là aussi, peut-être vraiment, il y a quelque chose à faire. Nous, en UNAFAM Région, donc, nous avons créé un groupe de travail sur ce sujet pour essayer de voir comment on peut les accompagner. Mais ça pourrait être aussi, faire partie aussi du dialogue avec les familles qui pourrait s'instaurer avec les soignants. Bon, nous sommes des pères aidants famille depuis 60 ans. Allez, cette année, je vous le dis, c'est les 60 ans de l'UNAFAM. Écoute active, accompagnement, redonner de l'espoir aux familles, soutenir, responsabiliser la personne accueillie dans la reprise du fil de sa vie, voilà, avec les différents services que nous proposons. Puis surtout, avec des petites nouveautés comme les e-learning, parce que ça c'est très important, parce qu'ils peuvent y aller quand ils veulent, à leur rythme, où ils peuvent trouver des petites formations sur les pathologies. Puis déstigmatiser, porter des plaidoyers sur les pratiques de soins et d'accompagnement. Bon, voilà, il y a le côté militant de l'UNAFAM qui est très, très présent. Et bon, Marie-Jeanne est quelqu'un de fortement impliqué au plus haut niveau et c'est pas du tout facile, mais c'est très présent. Lors de la déstigmatisation, bien sûr qu'on a des actions qui sont menées comme au plan national, comme Psycyclette. Est-ce que je pourrais avoir de l'eau, s'il te plaît? Comme Psycyclette, qui est vraiment un exemple emblématique de regarder un groupe et de ne pas savoir où est... Excusez-moi. De ne pas savoir où est le malade, où est le médecin, où est le proche. Voilà, c'est ça, Psycyclette, c'est des gens qui font un parcours de vélo et puis qui sont ensemble et qui vivent une aventure exceptionnelle. Bon, ça, c'est une action de déstigmatisation forte. Moi, je dis que le faire ensemble avec les personnes en situation de vulnérabilité psychique, soignants, familles, personnes, et tous les acteurs, les fameux acteurs de santé mentale locaux que nous avons partout, eh bien, se faire ensemble et laisser s'exprimer au plus souvent et de différentes façons la personne concernée, eh bien, il me semble que c'est eux qui vont porter la déstigmatisation. Je le dis à certains qui veulent l'entendre, je leur dis, c'est vous qui allez déstigmatiser beaucoup. Donc, c'est quand même très important. Changement de paradigme, la famille, ressource et partenaire, comme on veut, tant qu'on veut, mais ne veut plus être la solution. Voilà. Bon, la famille est une ressource essentielle pour la personne,
souhaite simplement redevenir la famille pôle affectif, pôle protecteur, hein, voilà, donc c'est juste ça, ne veut pas être soignant, ne veut pas être secrétaire, ne veut pas être tout ça, voilà. Mais elle peut retrouver ses capacités de famille partenaire, même si elle est mise à mal pendant un temps par la maladie d'un proche. On est un certain nombre de gens qui travaillons à l'UNAFAM, on est tous debout, malgré avoir vécu des choses un petit peu difficiles quand même. Donc, voilà, il faut aller chercher, il faut transformer tout ça en positif. Alors, pouvoir d'agir pour les dents. Allons-y. Donc, un pas de côté, en se disant, bon, qu'est-ce que je peux faire pour ne plus subir et pourquoi pas devenir chercher des partenaires pour voilà, des partenaires pour m'aider. Voilà. Ensuite, donc, eh bien, sortir de l'isolement en étant accueilli par, voilà, par des bénévoles de l'UNAFAM. Ensuite, apprendre, formation, groupe de parole, les colloques qui sont proposés, ce formidable programme BREF qui va nous aider quand même à entrer peut-être pour là où on n'est jamais rentré, dans certains services. Donc ça, c'est vraiment formidable, ça se développe. Ça s'appelle Pépite au plan national, n'est-ce pas, Dr Franck? Bon, il y a Profamille aussi qui est très utilisé encore, et puis tant mieux. Hein. Puis il y a Avec aussi, c'est encore un autre programme. Bref, il y a des choses à la carte pour les familles, pour aller se reconstruire. J'avais oublié, il y a Prospect quand même, à l'UNAFAM aussi, qui est très efficace. Je l'ai suivi en son temps. Donc on retrouve de la confiance en soi en comprenant les choses. On reconnaît sa propre expertise, on dit voilà, je suis devenu un expert, et ensuite on passe de proche aidant à père aidant famille, puis bénévole, et voilà, on récupère son pouvoir d'agir, et on va chercher, et là on repart avec la sensibilisation des partenaires, parce qu'on est capable d'aller raconter un peu notre parcours. Il me semble que je voulais vous dire autre chose encore, mais je l'ai oublié. Bon. Un point d'attention, diminuer la charge mentale de l'entourage, c'est aussi soutenir l'autonomie de la personne vivant avec des troubles psychiques, bien évidemment. Hein. Donc, ils auront surtout besoin d'informations, d'échanges. Chaque fois, on le voit bien, chaque fois qu'on provoque des échanges entre ces personnes, c'est... Voilà. D'un relais pour les professionnels, de repos et de répit. Bon, ça devient... Ça avance doucement, mais bon, ça vient. Donc, c'est des choses essentielles que le baromètre a fait ressortir. Bon, voilà, les deux aidants, c'est un soutien à l'entourage et un enjeu à relever, mais cela passera forcément par une politique publique plus adaptée. Hein. Bon, on sait tout ça, on ne va pas revenir là-dessus. Tout a été dit dans ces 2 derniers jours. Moi, j'ai lu... Enfin, c'est un investissement tout ça. Enfin, c'est travailler ensemble, c'est aller chercher les personnes qui ont les acteurs qui ont envie de travailler avec nous, UNAFAM. On le trouve très bien localement dans les CLSM. On arrive à travailler sur les semaines d'information sur la santé mentale, et puis après il y a le PTSM, et puis après il y a je sais quel colloque qu'on peut inventer ensemble. Enfin, il y a des moyens de travailler ensemble et d'en prendre l'habitude, et finalement ce sera très bien, tout en intégrant évidemment les personnes concernées. Il faudra agir sur les organisations et les pratiques. C'est en route, il y a un certain militantisme, UNAFAM qui y participe. Il y a la volonté que tout le monde aura. Et nous l'espérons vraiment, à un moment donné quand même, une réaction. Passez-moi mon petit papier là, s'il vous plaît. Celui-là. Oui. Je voulais terminer en disant une chose.
Je l'ai trouvé sur une de tes lettres à tes adhérents. Je trouve ça très très bien. Voilà, tout changement est difficile. Il nécessite de la mobilisation, évidemment, de tous et beaucoup d'énergie. Mais le changement, ce n'est pas que l'autre. Nous sommes tous concernés. Voilà. Merci beaucoup, Madame Dos Santos, et bravo pour avoir pu remplacer au pied levé Marie-Jeanne Richard. Non, pour avoir succédé à cette place à Marie-Jeanne Richard, mais en même temps en nous démontrant là que voilà, derrière Marie-Jeanne Richard, il y a toute une équipe et il y a d'autres personnes, et ça, c'est toujours bon à entendre. Bravo. Donc on gardera les questions pour la fin et on va passer la parole à Déborah Seban, qui va nous parler avec sa double casquette. Elle choisira en fonction de ce qu'elle aura à nous dire, si elle nous parle depuis le CCOMS ou depuis la JPJA, un peu des deux sans doute. Voilà, tu appuies sur le bouton vers là. Eh bien, bonjour à toutes et tous. Alors, effectivement, Olivier, je te remercie d'avoir posé ces mots d'introduction. Je vais probablement utiliser un peu mes deux casquettes, chose que je n'ai jamais fait jusqu'alors, mais le sujet que l'on va discuter aujourd'hui y est totalement propice et favorable. Et je vais vous expliquer pourquoi, si j'y arrive. Quelque chose que je fais mal ou... Plus fort. Très bien. Donc ça, je voulais expliquer. Donc Déborah Seban, je suis directrice du Centre collaborateur de l'OMS pour la recherche et la formation en santé mentale, qui se situe à Lille, et je suis également présidente de la JPJA, qui est l'association des jeunes psychiatres et des jeunes addictologues. Et en fonction de mon propos... Compliqué, hein ? Voilà. Donc très, très brièvement, le plan que je vous propose de suivre avec moi pour cette présentation. Un point très rapide de présentation pour la structure du centre collaborateur de l'OMS. Très rapidement, les programmes qu'il porte, les valeurs qui sont un peu notre fil rouge pour l'ensemble de nos projets, actions, recherche. Ensuite, un point sur l'environnement de travail OMS et santé mentale, puisque mon propos est complètement circonscrit aux recommandations de l'OMS. Donc je vous expliquerai un petit peu quelles sont les grandes directions pour se donner des points de repère à l'international et arriver un peu à situer peut-être ces deux journées et voir un petit peu à quelle vitesse on va par rapport aux recommandations qui sont émises à ce niveau-là. Et ensuite discuter également avec vous quel est notre environnement de travail international en dehors de l'OMS, très rapidement pour vous donner quelques exemples de réseaux qui se sont structurés, qui peuvent être un peu force de propositions et de conseils pour nous aider à avancer dans la direction qui est la nôtre aujourd'hui. Et enfin, un point plus spécifique sur l'environnement de travail national. Donc là, je prendrai un peu plus ma casquette AJPJA, mais pour vous donner aussi le point de vue du jeune psychiatre dans cet environnement extrêmement mouvant, pour savoir un petit peu ce que l'on maîtrise à la sortie des études, ce que l'on ne maîtrise pas, et peut-être ce sur quoi il faut travailler, ce que l'on peut identifier comme levier et comme action pour avancer peut-être encore un peu plus vite. Alors, rapidement, le Centre collaborateur de l'OMS est une structure qui est basée dans les Hauts-de-France, qui dépend de l'hôpital public, le PSM Lille Métropole. Il faut simplement vous représenter que les centres collaborateurs sont l'équivalent de relais pour l'OMS, qui mène une politique internationale de santé mentale et qui s'appuie sur ces centres collaborateurs pour la diffuser à un niveau national. Il faut imaginer qu'on est comme une courroie de transmission, donc on a un vrai travail de traduction pédagogique, didactique entre ce qui se dit à l'international et ce que l'on peut essayer de déployer en France en écho avec les enjeux du territoire. Il y a environ une cinquantaine de centres au niveau international, de centres collaborateurs qui sont spécialisés dans le champ de la santé mentale, et il y en a un qui est basé à Lille. On a un programme qui est désigné tous les 4 ans, que vous voyez apparaître à l'écran. On a été redésigné en 2022, donc on a un programme qui court jusqu'en 2026, avec ce que l'on appelle des termes de référence. Je ne vais pas du tout rentrer dans le détail, mais globalement, on va dire que le terme historique, le travail sur lequel on a le plus de recul, c'est celui qui nous invite à documenter le développement des services de santé mentale intégrés dans la cité. Donc vous avez, je pense, énormément parlé ces 2 jours.
Le deuxième terme de référence concerne le développement d'un programme qui a été développé par l'OMS en 2012, qui est le programme Quality Rights, qui est un programme qui s'attache à essayer d'accompagner la transformation et l'évolution des pratiques par le prisme du respect des droits dans les organisations de soins. Le terme de référence numéro 3 nous invite à promouvoir la participation des usagers et des aidants au service de soins, à la recherche et à la formation. Donc c'est un triptyque auquel on essaie de faire très attention parce que les enjeux de la participation des usagers et des aidants ne sont pas les mêmes en fonction de la thématique à laquelle on s'attache. Et enfin, le quatrième terme de référence que vous voyez apparaître à droite est beaucoup plus récent, engagé en 2018 et qui nous invite à pouvoir participer au développement des connaissances relatives au développement du numérique en santé mentale, sujet également d'actualité. Pas du tout. Ah si. Donc simplement pour citer les valeurs socles qui guident l'ensemble de ces actions, ce sont des termes de référence qui sont reconduits, mais il y a beaucoup d'autres actions qui sont menées par le centre et qui du coup suivent des valeurs que l'on appelle des valeurs socles, parce qu'elles ont été validées par l'équipe pluriprofessionnelle qui compose le centre, et également par les usagers et les aidants qui font partie de notre équipe et qui sont également présents au conseil scientifique du centre. Donc voilà, je les passe rapidement en revue. J'ai l'habitude de ne pas les paraphraser, parce qu'elles ont été validées mot par mot, mais simplement je vous le donne pour vous donner un petit peu, pour ceux qui ne connaissent pas le centre, la philosophie dans laquelle on s'inscrit, la philosophie dans laquelle on travaille, et qui est vraiment, on va dire, le fil rouge de l'ensemble des actions, projets, recherches que l'on mène. Donc implication de toutes les citoyennes et de tous les citoyens, afin de faire de la santé mentale l'affaire de toutes et tous, l'affirmation des droits et de la pleine citoyenneté, qui est une valeur cardinale pour l'OMS, la lutte contre la stigmatisation et la discrimination, je dirais la valeur la plus ancienne, qui a été celle du centre depuis sa naissance, la promotion des services de santé mentale intégrés dans la cité, la participation effective des personnes usagères, des aidants et proches à l'amélioration de la qualité des services, et donc une sixième valeur très en lien avec celle-là, qui est la reconnaissance et la valorisation des savoirs expérientiels, sujet éminemment complexe dont vous avez également beaucoup parlé, il me semble, pendant ces 2 jours. Et donc la façon qu'on a d'essayer de faire rayonner l'ensemble de ces actions, de les diffuser, et on sait combien la diffusion est un vecteur puissant de transformation des pratiques. L'idée, c'est d'ouvrir des canaux d'échange, de communication, comme ça s'est fait avec Santé Mentale France pendant ces 2 jours. On s'appuie sur un groupement de coopération sanitaire qui réunit maintenant un peu moins d'une trentaine d'établissements membres, près de 200, un peu moins de 200 secteurs de psychiatrie, une masse professionnelle assez importante et qui souvent adhèrent au centre pour suivre ces valeurs, pour être guidés par l'ensemble de ces valeurs socles et essayer de construire leurs actions ou de disposer d'outils pratiques qui leur permettraient d'accélérer la transformation des pratiques au sein de leur établissement. Et d'ailleurs, je souligne l'adhésion récente du CH des Pyrénées à Pau. Voilà, nouvellement arrivés dans notre groupement et on est très, très content de les accueillir. Donc voilà, une boîte à outils, je parlais du groupement comme une boîte à outils, c'est vraiment extrêmement majeur. Sinon, il faut imaginer qu'il y aurait une politique internationale de l'OMS qui resterait bloquée à un niveau assez abstrait, assez peu didactique. L'idée, c'est qu'on puisse proposer des outils pratiques d'accompagnement à la transformation de des services. Donc le programme Quality Rights, je l'ai cité. Une enquête santé mentale en population générale qui propose des diagnostics, on va dire, territoriaux de la prévalence des troubles, le développement des conseils locaux de santé mentale, le soutien du programme Médiato Santé Pair, je ne les cite pas tous, mais voilà, l'idée est globalement de fournir des informations ciblées sur les préconisations de l'OMS et de pouvoir les accompagner. Et je voulais juste mettre l'accent sur une initiative qui s'est mise en place après en contexte Covid et qu'on a pérennisé après, quand je parle de l'ouverture de ces canaux de communication, pour essayer d'être force de proposition et de faire en sorte que un échange des pratiques se fasse de terrain à terrain. Les Zooms du GCS proposent sur des formats assez courts, généralement 1 heure, la présentation d'initiatives qui sont tout à fait innovantes et qui passent tout à fait sous les radars. Alors c'est toujours très intéressant de l'observer. Je sais qu'il y a beaucoup d'appels à projets. On a eu les FIOP récemment, des appels à innovation, etc. Mais il y a énormément d'initiatives et de réussites qui se passent sur les territoires pour lesquelles il n'y a pas forcément d'écho, ou en tout cas pas de canal ouvert pour le communiquer au plus grand nombre. Donc on a eu l'occasion de l'organiser au sein des établissements du groupement. Donc vous voyez, là, c'est des thématiques, je ne vais pas toutes les lire, mais globalement, des thématiques qui sont très diverses, mais qui vont toutes dans le même sens. Et j'insiste beaucoup là-dessus, je reviendrai là-dessus également.
Donc que ce soit des services portes ouvertes, des alternatives à l'hospitalisation, des pratiques qui visent à réduire les pratiques coercitives, etc., etc. À chaque fois, on s'aperçoit que le but visé est le même. Les méthodes pour y arriver sont très différentes. Les temporalités pour y arriver sont très différentes. Les logiques territoriales n'appellent pas les mêmes moyens. Et pourtant, in fine, les services quand même décrivent des transformations sur le terrain qui sont à peu près similaires. Et c'est aussi important de le savoir et de s'en rendre compte. Quelques grands repères internationaux sur la politique de l'OMS, mais je vais passer très rapidement là-dessus. Simplement, c'est un peu petit, simplement pour se souvenir ensemble de la temporalité dans laquelle on se trouve. Les concepts que vous avez manipulés pendant 2 jours, que vous maîtrisez tous, toutes et tous très très bien ici, mais qui sont un peu moins bien maîtrisés dans d'autres congrès ou dans d'autres journées internationales ou nationales, eh bien, sont des concepts qui sont manipulés depuis plus de 40 ans. Donc ça commence avec la déclaration d'Alma-Ata sur l'importance des soins de santé primaire, avec la charte d'Ottawa en 1986 sur la promotion de la santé mentale. Ça a été réitéré par de nombreux plans, de rapports, la déclaration d'Helsinki en 2013, reprise par la déclaration de Shanghai en 2016, et qui font état de l'ensemble des concepts dont on discute aujourd'hui, que ce soit sur la nécessité d'émergence des groupes d'entraide, l'association représentative des personnes directement concernées par un trouble, des proches aidants, la notion de la participation des personnes à l'ensemble des niveaux qui les concernent, tant au niveau décisionnel, opérationnel. Tout ce que l'on discute aujourd'hui et tout ce qui fonde aujourd'hui ce que l'on appelle les pratiques rétablissement sont des concepts qui sont brassés depuis extrêmement longtemps. Peut-être que ça vous est familier, mais c'est quand même toujours très intéressant de voir le temps qui s'écoule entre l'émergence des textes et le moment où on les maîtrise, où on en entend parler sur le territoire et au moment où ça infuse les pratiques. Je passe très rapidement, c'était l'illustration de l'ensemble des rapports que j'ai cités juste avant. Je passe là-dessus. Simplement, 4 objectifs principaux ont été réitérés par l'OMS et réaffirmés. Le dernier plan, normalement, concernait la période 2013-2020. Qu'est-ce que fait l'OMS? Elle se projette à l'année visée, elle fait un état des lieux et elle a vu que malgré l'ensemble des rapports, malgré l'ensemble des préconisations qui ont pu être émises depuis maintenant quasiment un demi-siècle, ça avançait, mais ça avançait bien trop lentement. Donc elle a essayé de proposer des rapports qui sont un peu plus efficients, un peu plus efficaces, et l'OMS a commencé à introduire la notion de leadership et de gouvernance pour porter l'efficacité de ces différents rapports, faisant le constat que ça avançait trop lentement et de manière non structurée. Donc ils ont remis, pour le dernier rapport qui a été élargi à la période 2013-2030, et avant c'était 2013-2020, la nécessité d'un leadership et d'une gouvernance plus efficace en matière de santé mentale. Ils ont réitéré l'importance de développer des services de santé mentale et de soins complets et intégrés dans des environnements communautaires, la mise en œuvre de stratégies de promotion et de prévention, et enfin le renforcement des systèmes d'information, des bases factuelles et de la recherche. Pourquoi ? Parce que l'OMS propose ce qu'ils appellent des atlas, qui normalement visent à recueillir un nombre d'indicateurs absolument pléthoriques pour donner un état, de l'état de santé mondial, on va dire, de l'ensemble des services dans le monde. Et ils se sont rendus compte que c'est pas nouveau, mais bon, à chaque fois ils le constatent, que les données d'information étaient extrêmement complexes et n'arrivaient pas à se faire. Donc ils ont insisté pour que chacun au niveau national puisse faire un effort là-dessus, appuyé par les gouvernements. Simplement, je vous donne deux références supplémentaires. Là, les slides défilent tout seuls, mais je n'appuie pas. Mais c'est pas grave. Je vais la commenter simplement pour vous dire, il y a eu le dernier rapport qui a été écrit sur le dernier rapport mondial sur la santé mentale, qui est sorti l'année dernière. Un rapport que l'OMS n'avait pas sorti depuis plus de 20 ans. Et on voit qu'ils ont un peu changé de stratégie, c'est-à-dire que c'est un rapport qui a beaucoup plus d'infographie, donc là j'ai mis des exemples, et il commence à apporter des outils pratiques. Je pense que l'OMS et c'est intéressant de le noter, parce que je pense qu'en France, on a une pensée un peu similaire. Ils se sont attachés à décrire les concepts, à nous dire pourquoi il était important d'aller vers telle et telle pratique. Aujourd'hui, ils ont compris qu'il fallait commencer à expliquer comment il fallait faire. Et je crois qu'en France, on est dans la même dynamique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'est plus question de demander mais pourquoi la participation des usagers, pourquoi la participation des aidants. Ce serait très politiquement incorrect, bien évidemment, même si peut-être certains ne sont pas encore complètement convaincus, mais n'ont plus la possibilité de le dire. Donc c'est une première étape importante. Mais l'étape d'après, c'est le fait de se doter de moyens, d'identifier des outils pratiques, peut-être même des séquences, des checklists qui pourraient nous permettre d'être encore un peu plus efficients et de théoriser également la façon d'y parvenir. Et donc c'est également illustré par le dernier rapport qui est sorti. Ils ont intitulé ça « Le pouvoir des individus », donc c'est sorti tout récemment, et ça s'inscrit dans une série qu'ils ont appelée « De l'intention à l'action ». Et ça montre bien aussi la dynamique de l'OMS de maintenant commencer à fournir des outils extrêmement pratiques. Là, ça se présente comme une plateforme qui est vraiment mise à disposition de tout le monde pour c'est l'équivalent de vignettes, de récits de vie et de partage d'expériences réussies.
Donc on commence à atteindre un autre niveau. C'est très satisfaisant de savoir que l'OMS commence à fournir ce type de préconisations et de rapports. Simplement pour vous dire très rapidement, je ne rentre pas dans le détail, mais par rapport à ce qui se passe en France, il faut que vous sachiez qu'en dehors de l'OMS, on est quand même dans une dynamique européenne extrêmement mouvante qui bouge énormément. C'est quelque chose dont on n'entend pas beaucoup parler en France, mais il y a 2 réseaux qui sont constitués aujourd'hui. Un qui est plutôt, on va dire, chapeauté par les Hollandais, un autre qui est un peu plus chapeauté par les Italiens. Ils ont des histoires différentes, mais peu importe. Ce que je veux vous dire, c'est qu'en ce moment, il y a toute une série de webinaires, surtout, c'est sur ce format-là. Alors, je suis d'accord qu'il y a la contrainte de la langue, puisque du coup, c'est diffusé en anglais. Mais les derniers webinaires qui sont diffusés sont des réseaux qui vraiment invitent des pays membres. Donc, je crois que dans UCOM, ils sont un peu moins d'une quinzaine. IMHCN, je ne sais plus combien. Mais qui sont tous, qui pensent ensemble ce qui s'est passé là pendant ces 2 jours. C'est structuré à un niveau européen. Ils sont dans des échanges de pratiques entre des pays qui ont pourtant des cultures tout à fait différentes, mais qui ont des dénominateurs communs, qui identifient des pratiques communes pour tendre vers la transformation des pratiques. Et voilà, c'est important de savoir que c'est en cours. Et je voulais terminer, je n'ai pas encore terminé, je te vois te rapprocher, Olivier, donc je fais attention à l'horaire. Maintenant, vous parlez plus et partager avec vous l'environnement national, et c'est là où je vais un petit peu changer de casquette. J'espère que vous allez arriver à lire. Simplement je pense que vous avez évoqué pendant les 2 jours, j'ai pas eu l'occasion malheureusement de vous écouter, mais à voir l'ensemble des communications qui sont passées, vous avez évoqué très largement la notion d'intervention multiniveau. On sait que pour que les stratégies d'implémentation fonctionnent, que la conduite du changement se fasse, il y a toute une série de facteurs qui doivent être opérés, avec des choses qui peuvent être probablement menées à l'échelle individuelle, à l'échelle collective, parfois à l'échelle de services de pôle de direction, et puis parfois à un plus haut niveau, notamment à un niveau politique. Et en fait, j'ai mis en encadré en rouge l'état dans lequel on se trouve quand on sort de l'internat de psychiatrie. C'est-à-dire que la fenêtre que l'on regarde, le carré qu'on est capable de regarder autour de nous, c'est l'enseignement qui nous a été prodigué durant notre internat. Donc on est globalement au fait de la formation, on est globalement au fait de la recherche, c'est le carré à côté. On est globalement au fait de ce qui est nouvelles compétences. On a rencontré parfois des pairs aidants, pas toujours, des médiateurs santé pairs, pas toujours, des IPA, pas toujours, mais on se fait une idée de ce que c'est. Le carré qui est tout à gauche dans la case sanitaire, c'est un peu plus compliqué. C'est imaginer que les soins que l'on prodigue doivent être faits au service du rétablissement individuel des personnes. Là, ça commence à être un peu plus compliqué. Imaginez que ces soins sont prodigués pour permettre à l'individu, c'est la case du dessus, d'avoir accès à une littératie suffisante en santé mentale, de pouvoir s'empowerer, s'autodéterminer, participer à tous les niveaux de décision opérationnelle, décisionnelle qui le concernent, et pouvoir soutenir son processus individuel de rétablissement. Je l'ai dit avant, mais c'est vraiment compliqué. Imaginez que cet individu évolue dans un environnement que nous, on peut qualifier à assise communautaire, au sein duquel nous devons développer des soins mobiles, intensifs, flexibles, accessibles, de qualité, avec des partenariats intersectoriels menés. Autant vous dire que quand on sort, on n'y est pas du tout. Et si je continue les carrés, donc au niveau de l'assise communautaire, on a la description des partenariats intersectoriels avec l'éducation, le logement, la médecine générale, le médico-social, les associations de représentants, d'usagers, d'aidants. Avoir conscience que cet environnement est également constitué par la ville, le domicile de la personne, qui peut être également conditionné par la participation des élus, le soutien au déploiement des conseils locaux de santé mentale. Imaginez que cette assise communautaire appartient à un environnement au sein duquel peuvent se déployer des actions de prévention et de promotion, et imaginez que cet environnement est lui-même sous l'influence de politiques qui sont à même normalement de soit relayer des plaidoyers d'associations, d'institutions, une politique volontariste et un investissement financier. On n'y est pas du tout. Voilà, simplement pour vous le dire. Donc il y a à la fois des loupes et des zooms qui peuvent se faire, qui sont extrêmement réjouissants comme sur ces 2 jours. Et puis il y a également la réalité qui n'est pas que pessimiste, loin de là, mais elle est à prendre en compte. Et pourquoi je voulais insister là-dessus? Parce que, et là je fais du lien, et je mets ma casquette présidente de la JPJA, on a mené une enquête très importante pour laquelle l'application des résultats est en cours, que je ne vais pas du tout détailler ici, je fais juste le focus sur la formation, parce que la formation est un levier de transformation des pratiques que l'on a identifié et que l'on peut aujourd'hui étayer par les résultats de cette étude.
Il y a eu beaucoup de questions qui ont été posées, c'est une enquête assez longue. Concernant la formation théorique des internes, globalement, 30% étaient insatisfaits et ils ont notifié que l'enseignement théorique était perçu comme insuffisant était celui qui était relatif aux psychothérapies, celui qui était relatif aux pratiques orientées rétablissement et celui qui était relatif à l'éthique. Donc nous, de notre côté AJPJA, on a identifié 3 leviers d'action, et il y en a un qui sera développé très précisément par Boris Nicol, avec tous les arguments qui y sont attenants. Il y en a un deuxième qui est très fort, qui est celui de la refonte de la formation à tous les niveaux. On est globalement assez convaincus que pour maîtriser l'ensemble de ces concepts et se sentir légitime pour les appliquer, il faut en avoir entendu parler, il faut pouvoir un petit peu les maîtriser, les jauger et savoir un petit peu de quoi on parle. Là, quand on sort, forcément, ça ressemble à un débat d'idées. On entend A, on entend B, on entend C. Donc c'est pour ça aussi que le terme rétablissement a rapidement été dévoyé, qu'il est aujourd'hui polysémique et qu'il reste assez peu clair pour ceux qui ne l'ont pas bien compris. Il n'est pas transmis, il n'est pas enseigné. Dans les actions qui ont été aussi jugées prioritaires par les répondants pour l'avenir de la spécialité, on avait fait une longue liste et on leur avait demandé de choisir chacun 3 actions jugées prioritaires pour l'avenir de la spécialité. Et bien dans celles qui sont ressorties et qui sont retenues, entre guillemets, parmi les 6 premières, il y a la promotion des pratiques de soins orientés rétablissement. Donc c'est un fait, c'est non négociable, c'est ce vers quoi on va aller et on peut être très rassurant. Je parle également avec Boris Nicol, Marine Ardinois qui est la vice-présidente de la JPJA. On peut vous assurer que la masse professionnelle des psychiatres à venir, c'est les rails sur lesquels on se pose et c'est le sens dans lequel on souhaite travailler. Ça, c'était juste pour vous dire que quand je parlais de la formation, pour vous donner juste un exemple, là, c'est le référentiel, c'est la première de couverture du référentiel sur lequel on apprend durant le second cycle et durant un peu le 3e cycle. J'ai vérifié le nombre d'occurrences, j'adore le faire sur toutes les versions qui sont écrites, le nombre d'occurrences du mot rétablissement dans ce bouquin, c'est 1. Et c'est écrit dans ce terme-là, on est dans l'item handicap psychique, et il est noté, il y a un paragraphe sur la pérédance, ce qui est très bien. Elle repose sur l'entraide entre personnes souffrant ou ayant souffert d'une même maladie. Le partage du vécu de la maladie et du parcours de rétablissement constitue les principes fondamentaux de la pérédance. C'est la seule occurrence du mot rétablissement. Donc vous voyez, c'est compliqué. Et côté paramédical, je pense qu'on a un énorme travail également à faire. J'ai travaillé avec un collègue IPA, je lui ai demandé de me dire quels étaient les bouquins sur lesquels il travaillait et de me dire comment était noté le mot rétablissement. Alors c'est un peu flou, mais il m'a dit que le seul endroit où c'était noté, c'était ça. Non masculin, donc traduction anglais possible, good health, healthcare, domaine sciences médicales infirmières, auto-soins, guérison, prise en charge, santé. Bon, on n'a pas, vous voyez, on n'y est pas, quoi. Voilà. Donc, tout simplement pour vous dire qu'à l'étranger, il y a beaucoup, là j'ai mis les exemples australiens, anglais, canadiens, il y a des documents, alors il y a beaucoup de bouquins aussi qui sortent en France et qui commencent à étayer cette pensée-là, mais qui se sont vraiment attachés à l'écriture de checklists, d'outils, comment je peux y aller, quelles sont les données probantes, quels sont les exemples internationaux, tac, tac, tac. On est en train de travailler sur un document qui pourrait ressembler à ça au CCOMS, dans l'idée de pouvoir avoir quelque chose d'encore un peu plus clair sur ce qui pourrait être mobilisable ou pas. Et j'en viens du coup à la fin. Quelques pistes et objectifs à l'issue de ce constat et de ces quelques repères. Il y a encore beaucoup de débats pour essayer de définir santé mentale et psychiatrie. À mon sens, il s'agit d'un faux débat. On est tous à peu près sûrs que la psychiatrie fait partie du champ santé mentale. Peut-être garder à l'esprit que la santé mentale est un fait social total. Ce ne sont pas mes mots, ça a été écrit par un anthropologue américain dans les années 90 qui met l'accent sur l'approche syndémique de la santé et qui nous appelle à penser les interactions entre les différents troubles comme un fait social. Je crois que c'est absolument majeur, ça nous permet de repenser le croisement des politiques de santé et in fine, ça circonscrit un peu les actions. De continuer de penser la psychiatrie comme un outil dans une boîte à outils, parmi tant d'autres. Se concevoir comme un outil à disposition des personnes qui sont accompagnées, aussi perfectionnées soient-elles, et il faut qu'on aille vers ce champ-là, mais ça reste un outil mis à disposition des personnes. Ensuite, avoir conscience qu'on a un objectif commun, mais des modèles de transformation absolument multiples. C'est le constat qu'on fait côté AJPJA et pour le coup côté CCOMS. Avec le groupement de coopération sanitaire, on voit à quel point il y a des transformations efficaces, efficientes, qui utilisent des moyens extrêmement différents. C'est d'ailleurs toujours très complexe à comprendre, mais globalement un objectif commun et une multitude de chemins. Donc ce qu'on se dit souvent au CCOMS, c'est que bouger, c'est déjà transformer. C'est les messages qu'on lance généralement à ceux qui sont un peu moins convaincus, c'est d'imaginer que essayer, c'est déjà se transformer.
Ensuite, favoriser les canaux qui sont propices aux échanges de pratiques professionnelles. On l'observe aussi à un niveau AJPJA. Ce sont deux modèles complètement différents. Au niveau de groupement, c'est les Zooms du GCS. Au niveau AJPJA, il y a des groupes de WhatsApp entre jeunes qui se mettent en place et des échanges de pratiques qui sont extrêmement probants. Et enfin, un message vraiment clé sur lequel je voulais insister, c'est une priorité majeure qui doit être laissée à l'information, la formation et l'incitation. En se rappelant, c'est ma dernière slide, que pour nous, crise égale mouvement. Ça ne nous inquiète pas. Sous la protection d'une gouvernance, d'un leadership bien installé, comme Santé Mentale France se fait le plaidoyer aujourd'hui, une posture professionnelle que l'on est prêt à engager, de l'innovation organisationnelle parce qu'on essaie d'observer, de comprendre, on travaille en partenariat, une refonte de formation à tous les niveaux, on imagine avoir les ingrédients nécessaires pour participer collectivement et de manière partenariale à la conduite du changement. Et donc, vraiment, c'est la dernière slide. Vraiment. Juste vous faire l'invitation officielle. On avait organisé une première journée nationale en 2019 qu'on avait intitulée Connexion. On faisait connaissance avec nos partenaires. On était en train de construire notre tissu de partenaires. On était en 2019. Aujourd'hui, on travaille en relation partenariale à la JPJA avec l'ensemble des acteurs concernés dans le champ de la santé mentale et de la psychiatrie. On est maintenant à la phase d'organisation de la deuxième journée nationale qui se tiendra le 17 octobre de cette année au ministère de la Santé et de la Prévention et qu'on a appelée Mutation, validé par le conseil, on pourrait appeler de pilotage, le comité de pilotage. Et donc vous y êtes tous et toutes et tous formellement invités. Je vous remercie. Bravo et merci Déborah d'avoir réussi à tout dire encore un peu plus vite, mais tout. 35 diapos. Boris, tu vas battre le record, n'est-ce pas? Le record. Le record de vitesse. Le record de vitesse. Et de concision. Combien de temps tu m'accordes, Olivier? Alors, un quart d'heure, ce serait bien. Un quart d'heure. Ok. Donc, il va falloir que vous soyez concentrés et je vais parler assez vite, le plus vite possible. Merci. Merci Olivier. Merci à Santé Mentale France de nous avoir réunis ici. Merci aux bénévoles du CHP et d'ailleurs qui ont contribué à faire de cette journée une journée parfaite et je crois qu'elle l'est. Et vous n'avez pas compté votre temps. Et je vous remercie tous et toutes aussi d'être ici présents et d'assister à cet événement qui nous réjouit. Et je tiens quand même à voler un peu de temps, malgré les consignes d'Olivier, pour remercier une personne en particulier, Pierre, le docteur Pierre Godard, je crois que vous le connaissez tous. C'est une parenthèse personnelle que je m'autorise ici. Pour te dire, Pierre, que comme je te l'ai dit en 2016, quand j'ai fini mon semestre d'internat dans ton service, je crois qu'avec toi, j'ai compris ce que c'était que le métier de psychiatre et que grâce à toi, je suis le psychiatre que je suis devenu aujourd'hui, mais grâce aussi à ton amitié précieuse, je suis devenu l'homme que je suis aujourd'hui. Je tiens à te remercier pour tous ces restaurants qui sont un prétexte utile pour nous, pour refaire le monde, en particulier celui de la santé mentale. Et c'est cette réflexivité que tu mets au centre de tes pratiques, au centre de ton action, qui te permet de faire bouger les lignes localement, régionalement et nationalement. Et crois-moi, je n'oublie pas cette leçon. Alors, si tu applaudis, je vais encore plus perdre de temps, Olivier. Pardon. Donc, effectivement, il y a une question de casquette pour moi aussi. Je suis coordinateur national de la JPJA. Quand je parlerai au nom de la JPJA, ce sera le logo rouge qui s'affichera. Je suis aussi l'auteur d'un rapport pour la Fondation Jean Jaurès dont vous a rebattu les oreilles, je ne vais pas vous rappeler le titre. Quand je parle au nom du rapport, il y aura le logo de la Fondation Jean Jaurès. Alors, on a beaucoup parlé de rétablissement pendant ces 2 jours, et d'institutions évidemment. La question qui nous est posée ici, c'est comment revitaliser la psychiatrie. Moi, je me vois assigner la tâche assez ingrate, qui est de prendre toutes ces réflexions passionnantes et de les faire atterrir dans ici et maintenant, quelque chose d'assez concret. Revitaliser la psychiatrie, c'est un vaste sujet sur lequel nous pouvons, mais surtout nous devons être pleins d'espoir et d'optimisme. Et si vous ne me croyez pas, c'est pour ça que je vous fais cette présentation aujourd'hui. On m'a demandé de parler de désenclavement, d'attractivité, de soins pertinents. Je vais vous parler de principes, de fonctions et d'interface. C'est-à-dire en fait, et en toute immodestie, la méthode pour arriver à désenclaver, attirer, déstigmatiser, ou autrement dit, la méthode pour arriver à refonder, réformer la psychiatrie. Oui, c'est prétentieux, c'est simplement de vous montrer que c'est possible, à condition qu'on y croit ensemble. Je vais quand même dire quelques mots de l'attractivité, si ça veut bien passer les diapos.
comme ça? Hop. Ok. Simplement, pour reprendre l'enquête que Déborah vient de mentionner, en disant que de cette enquête se sont dégagés 3 axes, 3 leviers d'attractivité pour notre spécialité. Le premier, et c'est celui que je traiterai à la fin, c'est la transformation profonde des pratiques en psychiatrie. Ce qui est intéressant ici, c'est de voir que, quelle que soit la question qu'on prend quand on aborde le sujet de la psychiatrie, quand on la déroule jusqu'au bout, on arrive à un constat qui est que finalement, il y a tout à refonder, tout à refaire. Alors, ça pourrait être un petit peu désespérant. Parce que, est-ce que c'est facile de réformer la psychiatrie? A priori, quand on voit le nombre de rapports, et je vous en ai juste fait un échantillonnage, on peut perdre un petit peu espoir. Ils disent tous la même chose, ils convergent, et ils n'ont tous pas été suivis des faits. Sauf qu'ils nous disent aussi une chose, c'est que la psychiatrie doit se réformer. Donc elle va se réformer. Ce sera soit subi, soit choisi. Si on veut que ce soit choisi, et à titre personnel, je préférerais que ce soit choisi, encore nous faut-il ensemble dire ce que nous voulons. Et ça n'est pas difficile en 2023, ça n'est plus difficile. Ça n'est plus difficile pour beaucoup de raisons. Je vais les détailler un peu plus tard, mais juste avant, et c'est là où il va falloir se concentrer, je vais vous proposer un petit exercice pour vous montrer que c'est faisable, tout simplement. On pourrait prendre l'anaphore d'une recette de cuisine ou d'un tutoriel YouTube. J'ai choisi la recette de cuisine. Et c'est un petit peu la méthode que j'ai utilisée pour élaborer et pour penser ce rapport. Alors, pour notre recette, si on veut réformer la psychiatrie, qu'est-ce qu'il nous faut? C'est pas très compliqué. Il nous faut des ingrédients. Le premier ingrédient, ce sont des principes, avant toute chose. Les principes, et c'est ici que le rétablissement nous est utile, comme boussole, parce que on en a parlé des aspects théoriques du rétablissement, de ses fondements conceptuels. Les risques, quand il est dévoyé, ils sont réels, ils sont importants. Il faut insister dessus. Mais nous sommes d'accord, je crois, pour dire qu'il n'y a pas de sens à dire que la psychiatrie fait du rétablissement. Nous sommes à disposition des personnes pour qu'elles se rétablissent. Alors c'est important d'étudier ce que ça impliquerait sur les pratiques quand on déplie ce concept. Et quand on le déplie, il nous donne des grands principes, des grands axes de cette transformation attendue, qui est la première étape pour penser une politique de santé. Qu'est-ce qu'on attend du système de soins psychiatriques en 2023 ? Eh bien, si on s'inspire du rétablissement, voilà ce que ça peut nous inspirer. D'abord, une posture professionnelle, c'est-à-dire qu'il soit plus horizontal, mais que ce soit entre les usagers et les professionnels, entre les familles et les professionnels, entre les professionnels entre eux, évidemment, dans l'élaboration des projets de services, des politiques publiques, etc., etc. Bref, ce doux rêve, qu'on appelle aussi parfois la démocratie sanitaire, mais au-delà, une prise de conscience nécessaire pour la psychiatrie, qu'elle n'est qu'un acteur parmi d'autres dans le champ de la santé mentale. Et c'est cette posture qui nous permet d'avoir une culture partenariale et de pouvoir travailler en réseau. Mais il est aussi attendu que les besoins soient pris en compte de manière globale pour les personnes, pas uniquement sur le soin, et cela de manière adaptée à la singularité de chacun, de ses attentes, de ses désirs, de ses possibilités. Cela nous amène aussi la notion de justice. La justice par un égal accès aux soins et à des soins efficaces pour tous, où qu'ils soient sur le territoire. Ça m'afflige de devoir le dire en 2023, mais il le faut. Il faut que chaque personne ait accès aux soins qui lui soient adaptés, j'insiste dessus. Enfin, un impératif citoyen, celui du respect de la dignité et de l'autonomie des personnes. Ça tombe bien, cela rejoint les attentes des professionnels, ce que nous avons relevé dans l'enquête, et je vous en reparlerai. Ce sont quelques principes issus du rétablissement. On peut en ajouter d'autres dans ce premier ingrédient. Ces principes-là, ils nous guident, mais il nous faut autre chose, une grille de lecture. À quoi on sert ? À quoi sert la psychiatrie ? Et je parle de la psychiatrie spécifiquement. Une grille de lecture utile, elle est inspirée d'un rapport de l'IGAS, injustement méconnu, en 2017, qui nous dit que la psychiatrie, elle a 4 fonctions. Le soin, alors le soin, c'est ce que nous faisons très rapidement, nous soignants, dans nos structures, les unités, les CMP, les équipes mobiles, je ne développe pas. L'urgence, un peu à part, car c'est une autre temporalité avec d'autres enjeux, et nous y reviendrons. Le soutien partenarial. Le soutien partenarial, c'est lorsque notre savoir à nous, théorique, psychiatrique, est utile pour soutenir l'action d'un ou de plusieurs partenaires. Ce sont, par exemple, des actions de prévention en lien avec la médecine universitaire pour les étudiants en souffrance psychique. La psychiatrie est à ce moment-là à la disposition du partenaire. Enfin, l'action interpartenariale, c'est lorsqu'une action conjointe est utile et nécessaire. C'est souvent le cas dans les pratiques orientées rétablissement. Je pense au chez-soi d'abord, mais je pense aussi, ici à Pau, au dispositif des logements accompagnés, où nous avançons de concert
entre bailleurs, donc c'est-à-dire des acteurs sociaux, et les acteurs sanitaires de la psychiatrie. Alors, troisième et dernier ingrédient, il nous faut des strates, des échelons. Puisque, je vous l'ai dit, il y a une notion et un enjeu de territorialisation, si on veut qu'il y ait une justice dans l'accès aux soins. On peut choisir les échelons qu'on souhaite. Ici, par exemple, on pourrait mettre pôle plutôt que secteur ou établissement. Juste au-dessus, on pourrait mettre, au lieu de projet territorial de santé mentale, conseil local de santé mentale. Je regarde Déborah, puisque je pense que tu aurais pris ce paramètre. Mais on bricole ensemble, on fait cet exercice-là. Bon, je vous ai parlé des 3 ingrédients. On a les fonctions, on a les échelons, et puis on va essayer de se donner... on va prendre des exemples très concrets. Je suis médecin psychiatre et je souhaite, sur mon territoire, organiser, structurer une filière d'urgence psychiatrique, de prise en charge de l'urgence psychiatrique 24 heures sur 24. Il est entendu, et je n'y reviens pas, puisque nous l'avons dit avant, qu'on prend en compte tous les principes précités. Donc l'implication, évidemment, de tout le monde, et je ne reviens pas sur tous les principes que j'ai dit. La question qu'on va se poser, c'est quel est le bon échelon? Le secteur? Probablement pas. 24 heures sur 24, un secteur, c'est 70 000 personnes. Si on monte un dispositif, on n'aura pas suffisamment de personnes pour que nos dispositifs soient adaptés. Il y aura trop de moyens comparés aux besoins. Alors on peut se dire à ce moment-là que l'échelon pertinent, ça pourrait être le PTSM. Avec qui est-ce qu'il faut que je travaille pour faire ça? Les usagers et leurs familles, évidemment, on l'a dit, les autorités, les urgences générales, le SAMU. Et donc on peut aboutir à une filière un peu au hasard, un modèle qui serait les urgences générales reçoivent les urgences psychiatriques, un psychiatre est sur site, il y a des box dédiées, une présence 24 heures sur 24, pourquoi pas? Je passe au deuxième exemple. Je suis pédopsychiatre, je suis sollicité par l'ASE. Elle m'interpelle parce que dans les foyers, dans les structures, il y a beaucoup de personnes avec d'enfants, d'adolescents avec des troubles du comportement. Et ils ont besoin du soutien théorique de la psychiatrie. Là aussi, quel est le bon échelon? On pourrait dire, pourquoi pas, l'intersecteur de pédopsychiatrie sur lequel il y a, 4 foyers, disons. Avec qui dois-je travailler à ce moment-là? Sans doute avec les partenaires, l'ASE, etc. Et puis, il faudra que ce partenariat y perdure. J'ai rempli les 2 colonnes. Il manque la 3e. Nous avons vu, et je crois que Déborah en a dit un mot sur un sujet tangentiel, qui a nécessité aussi de penser les interfaces, puisque la psychiatrie n'est pas isolée. Ces interfaces, c'est se poser la question de savoir qui est-ce qui s'occupe de faire réseau. Ces interfaces, ce sont le point de contact entre la psychiatrie et ses partenaires. Ici, on pourrait se dire, dans le premier cas, celui de l'urgence, ça va être le chef de service des urgences accompagné du directeur qui vont rencontrer leurs homologues à l'échelon du PTSM pour structurer une filière sur le territoire. Ok. Le second exemple, on peut se dire, on va structurer des équipes mobiles d'appui à l'ASE. Qui est-ce qui pourrait être à l'interface, animer un réseau? Pourquoi pas un case manager qui pourrait être infirmier ou IPA ou un case manager social. Voilà. Vous allez me dire, une fois qu'on a fait ça, c'est ce qu'on fait tous à l'échelle de notre territoire. C'est qu'on essaye de structurer une offre de soins à l'échelle d'un territoire. Comment est-ce qu'on passe de ça à quelque chose de plus global? Eh bien, il y a nécessité de modéliser. Pardon pour ce gros mot, mais sans modélisation, on ne peut pas transmettre, on ne peut pas diffuser, et on est condamné à sans cesse refaire ce qui a été fait dans le territoire d'à côté, sans pouvoir s'inspirer de ce qui marche déjà ailleurs. En bref, on est comme Sisyphe, on pousse le rocher. Donc, il faut modéliser et il faut professionnaliser les interfaces, en nous appuyant sur les nouveaux métiers, les nouvelles fonctions, le case management par exemple, mais aussi en formant les personnes, en formant les médecins par exemple, à jouer ces rôles de coordination et ces rôles d'interface. Alors, une fois qu'on a réuni ces 3 ingrédients, pour passer à ce qui serait plutôt de l'ordre d'une réforme, quelque chose d'un peu plus global, il faut qu'on laisse pétrir tout ça, qu'on laisse ensuite reposer la pâte, parce que ça n'est pas facile, mais c'est possible. Et si on pétrit bien ensemble, et qu'on laisse bien reposer ensemble, en fait, c'est-à-dire en systématisant la réflexion, on peut aboutir à des pistes de réforme très complètes. Par exemple, celle-ci. C'est un résumé graphique du rapport que j'ai fait, mais ce n'est qu'un exemple. Peu importe le détail.
il pourrait être beaucoup plus détaillé. On y intègre aussi, et il y a dans ce graphique, la question de la recherche, celle de la formation, celle des interfaces, des nécessaires partenariats, de la participation des usagers. On pourrait prendre d'autres grilles, d'autres échelons, je le disais tout à l'heure, on pourrait choisir le CLSM plutôt que le PTSM. Bref, on peut s'amuser avec ces paramètres à essayer de dimensionner une réforme de la psychiatrie en fonction, prédéterminée, par des valeurs, des principes que nous aurons choisis et que nous devons affirmer. Alors, en déroulant tout de même la trame que je viens de vous exposer, il y a des axes forts et assez inconstants sur lesquels on arrive. Et je sais que ça a été dit, mais je vais insister dessus. Le premier, c'est la nécessité d'une politique de santé mentale, donc une politique transversale, donc interministérielle, avec un cadre législatif qui est nécessaire, mais certes pas suffisant. Je me réfère aux propos de Jean-François Bauduret. Le deuxième impératif, c'est un système décentralisé avec un pouvoir d'organisation à l'échelon territorial, avec une approche qui soit moins verticale, mais qui soit plus bottom-up dans un bon français. Enfin, une autre constante, à nouveau, l'implication des usagers et de leurs proches à tous les niveaux. Et là-dessus, je crois qu'il existe des ressources très précieuses. Nous en avons entendu dans la bouche de Déborah Seban, nous l'avons entendu aussi dans la bouche de Magali Coldefi dans son excellent rapport auquel je vous renvoie. Je parlais de la psychiatrie et je vous ai ensuite parlé de la santé mentale. Alors, je voulais simplement ici rappeler cette citation de Michel Lafourcade qui me semble assez importante. La santé mentale est une branche majeure de la santé publique. Elle est donc toujours liée à une politique publique propre à une société donnée, dans laquelle la psychiatrie joue un rôle essentiel, mais pas unique. La psychiatrie est, elle, une branche de la médecine. Elle joue donc un rôle nécessaire, mais pas suffisant, dans la politique publique de santé mentale. La réforme de la psychiatrie n'a de sens qu'intégrée à une politique de santé mentale. Une fois qu'on a dit ça, quel plat on choisit pour cuisiner un peu tout ça? Alors le plat, c'est finalement pas des principes, mais des préalables. C'est de se dire qu'il faut qu'on fasse un effort de dialogue de tous avec tous, qui se concentre sur les points de convergence, et ils sont nombreux, plutôt que sur les divergences. Ça peut paraître bête, mais c'est pas facile et c'est pas naturel, surtout chez nous les psychiatres. Une réflexion critique de chaque acteur sur ses rôles et son positionnement. Navré, chers confrères, à nouveau, je crois que ça concerne tout le monde, mais en particulier la psychiatrie. Une volonté politique soutenue par l'action des usagers, de leurs proches et de l'ensemble des professionnels en ce qu'ils proposent une direction commune claire. Pourquoi ? Parce que nous ne pouvons pas, nous ne devons pas tout attendre de la législation qui arriverait ex nihilo sans que nous ayons proposé une direction commune. Un contexte sociétal avec lequel, et c'est une évidence de le dire, et Déborah Seban le rappelait à l'instant, nous sommes en interaction permanente et qui contraint nos organisations et la manière dont nous pensons notre action. Et enfin, je l'ai dit, cela s'inscrit nécessairement dans une vision plus large de la santé mentale. Alors, pourquoi est-ce que je vous dis qu'on peut être optimiste ? À cause du contexte. Le contexte, c'est quoi ? C'est la crise. Je vous l'ai dit, il va falloir qu'on change. Donc, soit on attend et on subit, soit on choisit. On est obligé de le faire. Voilà. Une convergence progressive de l'ensemble des acteurs professionnels comme usagers. C'est quelque chose qu'on remarque tous petit à petit, les acteurs associatifs, les représentants d'usagers, les sociétés savantes, les psychiatres, les représentants de professionnels. Tout le monde commence à converger vers des positions. Et des choses qui avant faisaient débat ne font aujourd'hui plus du tout débat et font consensus. Et je pense ici à la notion de rétablissement. Il y a un intérêt de la société civile aussi pour le sujet. Alors, certes, pas satisfaisant. Aujourd'hui, on a moins de mal à parler de dépression et d'anxiété. On a encore du mal à parler de schizophrénie et de bipolarité. Mais il y a quand même un intérêt qui émerge de la société civile. Il y a des initiatives innovantes nombreuses sur l'ensemble du territoire et vous avez pu en découvrir plein dans cet atelier. Beaucoup dont vous aviez probablement jamais entendu parler puisqu'il est difficile de les transmettre en l'absence de modélisation et de quelque chose qui soit pensé pour diffuser les bonnes pratiques. Enfin, des ressources théoriques et des exemples internationaux qui sont foisonnants. Je cite à nouveau le rapport de Magali Coldefi, je cite l'action du CCOMS, les exemples qui peuvent nous inspirer à l'international. Alors, navré, j'allais dire que malgré tout ça, on peut quand même rester un petit peu pessimiste, certains d'entre vous. Parce que peut-être que certains d'entre vous se souviennent de cette phrase qui est parfaitement adaptée à la situation.
De telles réformes, si elles ne constituent rien de plus que ce qui est voulu depuis longtemps par la plupart des psychiatres, exigent cependant un enthousiasme et une opiniâtreté qui doivent caractériser le renouveau psychiatrique que nous attendons tous. Elles exigent beaucoup de réflexion et de préparation, car elles ne s'accommoderaient pas d'une trop hâtive improvisation. Enfin, elles exigeront de puissants moyens matériels. Cette phrase, vous l'aurez reconnue pour beaucoup d'entre vous, c'est Henriet qui l'a prononcée, et la suite, c'est la politique du secteur. Et cela fait écho à la discussion qu'il y avait en fin de journée hier, qui est « mais est-ce qu'on tourne en rond ?» Et pour moi, personnellement, ça fait écho avec une discussion que j'ai eue avec un certain Pierre Godard, en 2019, après avoir assisté à une scène qui m'a désespéré, que je ne vais pas développer là, mais où je me disais que finalement, on se complaît à rejouer des vieilles guerres pour s'empêcher d'avancer. Et je disais à Pierre, mais c'est pas possible, on tourne en rond. Et tu m'as dit cette phrase, et je sais que tu ne t'en souviens plus, mais moi, elle m'a marqué. Tu me disais, on ne revient jamais au même point, c'est une spirale. Effectivement, à chaque fois, on avance d'un cran, parce que la situation a changé, parce qu'il y a quand même des choses qui ont avancé, parce que le contexte est nouveau, et donc, il faut simplement remettre le métier sur l'ouvrage, parce que nous sommes passés par là et nous repasserons par là. Enfin, un petit peu au-dessus, du coup, si vous m'avez suivi. Remettons le métier sur l'ouvrage, disais-je, pour une psychiatrie publique territorialisée de psychiatrie. Et c'est, je terminerai là-dessus, en essayant d'être le plus rapide possible, si je reviens au levier d'attractivité. Qu'est-ce que nous souhaitons, jeunes psychiatres et jeunes addictologues, pour, j'allais dire pour demain, en fait pour aujourd'hui et presque pour hier. Je ne parlerai pas de la réforme de la formation que Déborah a évoquée, je ne parlerai pas de la déstigmatisation que Madame Dos Santos a évoquée aussi avec l'UNAFAM, sur la transformation des pratiques. Nous souhaitons des pratiques moins coercitives, car c'est le changement attendu par les usagers et leurs proches aidants et la condition essentielle pour améliorer l'accès aux soins et la qualité des soins pour les usagers. Concrètement, cela veut dire la réduction du recours aux soins sans consentement et l'arrêt des pratiques d'isolement et de contention au profit de pratiques plus respectueuses des droits et de la dignité des personnes. Affranchir la psychiatrie de ces pratiques stigmatisantes, c'est infléchir la stigmatisation qui lui est attachée, mais c'est aussi et surtout améliorer la qualité de vie au travail des soignants en psychiatrie. Les résultats des études sont clairs, moins de soins contraints, plus de respect des droits, c'est une meilleure qualité de vie au travail et donc plus d'attractivité pour la spécialité, on y revient. In fine, c'est surtout redonner leur dignité et leur fierté aux patients, aux proches et à tous les professionnels qui les soignent et les accompagnent. À côté de cela, nous proposons une réorganisation des soins psychiatriques basée sur les principes du rétablissement. Et à la lumière de notre enquête, nous réaffirmons le souhait que les missions du secteur soient redéfinies pour une approche graduée, comme explicité dans le rapport de la Cour des comptes de 2021. Que soient prioritairement développés les dispositifs de soins ambulatoires et les équipes mobiles intervenant au plus près des patients dans leur milieu de vie. Que soit systématisé le travail en réseau de partenaires soutenant le développement de plateformes de bonnes pratiques, l'articulation avec les acteurs de première ligne, médecins généralistes, professions paramédicales, nouveaux métiers, etc. L'accès à des prises en charge psychologiques remboursées, mais également le travail avec les proches aidants, soutien essentiel des patients. Enfin, le développement des pratiques axées sur la prévention à tous les âges, par les biais d'une massification de l'offre de soins en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent et des disciplines associées à la psychiatrie, telles que l'addictologie, mais aussi d'un investissement fort dans la recherche centrée sur les pratiques et les dispositifs d'amont et ou d'action précoce, rendus impossibles par les délais d'attente actuels. Alors, notre génération de psychiatres, elle réclame une mise en mouvement de la psychiatrie et les moyens humains et financiers pour y parvenir. Nous voulons changer notre façon de concevoir le soin en psychiatrie et nous projetons donc pour les années à venir une psychiatrie moderne, humaniste, progressiste, courageuse et capable de remise en question. Une psychiatrie respectueuse d'un travail mené collectivement et en partenariat avec les usagers, les proches aidants et leur expertise d'expérience, ainsi que tous les acteurs du champ de la psychiatrie et de la santé mentale. Une psychiatrie inscrite enfin dans son époque et ayant toute sa place dans la société. Je vous remercie.